Nous sur ce plateau, Asif Arif, avocat au barreau de Paris, spécialiste de l'islam et co-auteur de France-Belgique, la diagonale terroriste. Merci d'avoir accepté notre invitation. Alors première question, y a-t-il eu des failles dans les renseignements et comment pourriez-vous qualifier la gestion post-attentat? Alors s'il y a eu des failles indéniablement puisqu'il y a eu des attentats, mais c'est vrai que les failles des services de sécurité, elles ne sont pas seulement françaises, elles sont également belges. Il y a eu... bon, après, ça ne sert à rien de tomber dans le Belgium bashing comme il y a eu, par exemple, avec la France. Je pense qu'il y a eu des erreurs qui ont été faites des deux côtés. Et il y a eu nécessairement une faille à un moment donné des services de renseignement qui, pourtant, connaissaient déjà l'ensemble des auteurs de ces attentats et qui les avaient dans le viseur. En revanche, la gestion post-attentat, ça, c'est quelque chose qu'on pouvait contrôler. Et donc, c'est quelque chose qu'on pouvait mesurer, proportionner, mais à mon sens, ça n'a pas été le cas. On peut voir, par exemple, la mise en place d'un état d'urgence qui devient un état d'urgence permanent. Déjà, ça peut poser un certain nombre de problèmes. Est-ce qu'il faut le maintenir, cet état d'urgence, aujourd'hui ? Alors moi, je pense pas aujourd'hui qu'il soit nécessaire de maintenir cet état d'urgence pour plusieurs raisons. Parce que d'une part, vous avez un certain nombre de dispositions qui existent déjà dans notre code pénal et qui existent déjà dans d'autres textes de loi qui nous permettent justement de réprimer les actes de terrorisme. Et en plus de ça, qui permettent de réprimer les actes de terrorisme avec une certaine latitude qui serait laissée aux officiers de police judiciaire, aux juges d'instruction, etc. Mais là, avec l'état d'urgence qui s'est passé, c'est qu'on s'est complètement économisé du juge judiciaire et ça, déjà pour tout défenseur des libertés individuelles, c'est pas net. Que ça dure aussi longtemps, c'est pas net. Un état d'urgence, par définition, c'est censé durer un certain temps après un événement, un attentat terroriste par exemple, pour gérer un problème imminent. Mais aujourd'hui, on n'est plus à l'imminence de ce problème. Aujourd'hui, on est vraiment dans une phase de... Il y a une phase de chute, on peut dire, de l'événement. Et donc, il faudrait traiter ça avec des outils de droit commun. Et ça ne sert à rien d'utiliser des outils exceptionnels. Quelle stratégie doit adopter les services de renseignement dans ce contexte aujourd'hui ? La stratégie, je pense que c'est celle de la coordination déjà. Vous savez, la France a été dans le déni pendant pas mal de temps parce qu'après les attentats du 11 septembre, la France a été que très peu touchée avant cette année 2015. Et donc, il y avait une certaine forme d'arrogance française qui consistait à dire, nous, on est protégé, on n'aura aucun problème. Mais on disait aussi que les services de renseignement français, avant ces attentats, depuis 2015 en tout cas, que les services étaient très performants. Qu'est-ce qui a changé ? Mais ils le sont toujours. Je ne pense pas que la performance a pris un coup. C'est seulement qu'il n'y a peut-être pas eu une coordination avec les services belges, avec d'autres services européens. Et je pense que la clé, mais c'est une clé difficile à avoir, parce que avoir une régulation des services de renseignement au niveau européen, c'est quelque chose qui est compliqué, mais il semble que ce soit quelque chose de primordial, sinon fondamental, même s'il y a déjà un pilier de sécurité avec une police commune, etc. Le préfacier de notre ouvrage, Marc Trévidic, le dit très régulièrement, c'est que il a travaillé lui-même personnellement avec les officiers de police belges, ça s'est très bien passé. Maintenant, reste plus qu'à l'intelligence de vraiment travailler avec les Belges et en coordination avec eux. Quel est le niveau d'alerte en France aujourd'hui, après les attentats du 13 novembre ? Le niveau d'alerte, nécessairement, s'il y a un état d'urgence, déjà, c'est que le niveau d'alerte, il est à 100%. Parce que sinon, on ne devrait plus avoir d'état d'urgence. Et il faudrait toujours un niveau d'alerte latent, on pourrait dire constamment, parce que aujourd'hui la menace, elle s'est diversifiée, la menace terroriste s'est diversifiée. On pense notamment à Nice où la personne a pris un camion et a roulé sur les gens. On pense à quoi faut-il s'attendre aujourd'hui justement ? On a l'impression que l'attentat, j'ai envie de dire entre guillemets conventionnel, a changé. C'est plus une bombe dans le métro simplement entre guillemets ou une voiture piégée, mais c'est d'autres modes de modus operandi. On a l'impression qu'on fait comme on peut, on répond. Il y a une espèce de. On parlait aussi de radicalisation tout à l'heure hors plateau, radicalisation express, de loup solitaire. Comment faire face à tout cela finalement ? Moi, je pense déjà que le concept de radicalisation express n'existe pas parce que la radicalisation est un processus à long terme. C'est pas quelque chose qu'on acquiert, on n'est pas avec ou en une journée parce qu'on a regardé une vidéo sur Internet, on n'est pas radicalisé. On subit un lavage de cerveau, on subit un endoctrinement rapide. Ça, je veux bien l'admettre, mais la radicalisation, c'est quelque chose qui est plus travaillé, entre guillemets, même si c'est quelque chose qui
peut ou pas d'ailleurs aboutir au passage à l'acte. En revanche, je crois que sur ces histoires de radicalisation et comment en fait mettre un terme à ce phénomène, il n'y a pas de recette miracle. Moi, je pense que c'est vraiment en faisant intervenir la société civile qu'on peut réussir à résoudre ce genre de situation. Dernière question rapidement sur l'islam. Est-ce que la vision de l'islam a changé après ces attentats ? On peut prendre pour preuve... Si je devais répondre à votre question très rapidement, oui, ça a changé. On peut prendre pour preuve la déclaration de Manuel Valls, par exemple, qui, après un attentat, a quand même déclaré que si les musulmans de France n'aidaient pas l'État à chasser en quelque sorte ceux qui, chez eux, étaient les plus extrêmes, eh bien, la liberté de culte sera difficilement garantie par la République. Déjà, ça pose deux séries de problèmes. Un premier, c'est qu'il remet en cause une garantie constitutionnelle qui est celle de la liberté de religion de tous les citoyens, dont les musulmans en France. Et ensuite, c'est faire un raccourci intellectuel qui consiste à simplement dire que voilà, à partir du moment où vous êtes dans l'islam, il y a une sorte de confusion qui s'opère entre ceux qui sont les plus radicaux et ceux qui sont les modérés, si tant est qu'on pouvait dire que l'islam modéré existe, ou ce concept existe en tout cas, et c'est faire des raccourcis intellectuels, dire que voilà, les musulmans sont potentiellement rattachés aux terroristes, etc. Alors que justement, tout le travail de fond qui a été fait par les musulmans en France pendant toute cette année, justement, ça a été de se désolidariser, de se dédouaner et de dire que nous, on n'a rien à voir avec les terroristes. Donc, ce matraquage, en fait, il faudrait que ça cesse. Voilà. Merci beaucoup, Assif Arif. Je rappelle que vous êtes avocat au barreau de Paris et co-auteur de France-Belgique, la diagonale terroriste. Merci d'avoir répondu à nos questions. Le gouvernement